débats qui agitent la capitale sont sur BFM Business. Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Grand Paris. On va parler d'immobilier aujourd'hui sous toutes ses coutures. L'état du marché, le niveau des transactions, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochains mois, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de tous les dispositifs qui ont été annoncés par le gouvernement Hollande. Alors avec nous, trois grands experts du marché immobilier parisien. Fabrice Vaupré. Fabrice Vaupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du réseau Île-de-France, du réseau Guy Hockey. Gilles Ricourt de Bourgie, vous êtes le président de la FNAIM pour la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Michel Guérin, directeur général du groupe de particulier à particulier. Bon, vous nous direz si on peut faire confiance à ce que disent les gens des agences. On verra si bonjour. Voilà. En tout cas, ce qu'on ne peut pas vous dénier, c'est votre expertise, évidemment. Donc, j'aimerais bien qu'on commence par faire un état des lieux du marché aujourd'hui, parce qu'on a vu, les derniers chiffres, des prix qui commenceraient à baisser. Alors, on a un trimestre où ça baisse un peu, puis après, hop, ça se reprend. Qu'est-ce que vous sentez, vous, sur le marché? Je sais pas, par exemple, Gilles Ricourt de Bourgie, de la FNAIM, dites-nous un petit peu, vous, ce que vos capteurs vous indiquent. Nos capteurs, ils nous indiquent des choses intéressantes. L'année dernière, donc en 2011, Paris avait connu donc une hausse spectaculaire encore. On parlait de 22,7% de hausse. Donc c'était à la suite déjà de nombreuses hausses antérieures. Et là, depuis le troisième trimestre 2012, on constate que la tendance s'inverse. Puisque donc à Paris on a eu une baisse donc pour la première fois de moins 2,6%. Et ce qui est intéressant, c'est que cette baisse, on la trouve également en petite couronne et en grande couronne. Donc on peut dire que pour la première fois depuis longtemps, les prix commencent une baisse généralisée sur toute l'Île-de-France. D'accord. Fabrice Vaupré, vous sentez un peu la même tendance? C'est pareil, on a des tendances qui nous laissent à penser que le marché est en train d'atterrir. Aujourd'hui, on constate, nous, dans le réseau, un recul du nombre de transactions, beaucoup plus marqué Paris-Île-de-France qu'en province. Ça veut dire qu'on a un marché qui est très calme. Vous avez peu de... Alors, c'est quoi? On reste quand même sur un marché extrêmement dynamique, parce que je rappelle qu'on est sur des bases l'année dernière qui étaient de 850 000 transactions. Alors on voit l'évolution des... Ce qui est quand même extrêmement élevé. Ouais. Donc même si on a un marché qui atterrit, on est encore sur des niveaux extrêmement élevés de transactions. Et sur les indicateurs, par exemple, sur l'évolution du rapport offre-demande, est-ce que, par exemple, les délais de transaction s'allongent? Est-ce que le taux de négociation augmente? Jean-Michel Guérin, particulier à particulier? Alors oui, bien évidemment que des transactions s'allongent. On arrive maintenant à des délais qui sont de l'ordre de 12 à 15 semaines, alors qu'auparavant on était dans des délais bien moindres. L'indicateur aussi qui est intéressant à noter, c'est que depuis, je dirais 97, les prix augmentent de façon continue. En 2004, peut-être que ça aurait pu s'arrêter, mais simplement le relais a été pris par des taux d'intérêt qui ont été très très bas et qui ont permis aux gens non pas d'acheter plus grand, mieux ou plus près du centre-ville, mais simplement d'acheter plus cher. Je veux dire par là que la baisse des taux d'intérêt a financé pendant très longtemps la hausse des prix de l'immobilier. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les taux sont à nouveau historiquement bas. On arrive à emprunter à moins de 3%, et pour autant, les prix n'augmentent plus. Et comme le disaient mes deux confrères qui sont là, au contraire, ils commencent peut-être à baisser. Donc c'est quand même un indicateur intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que finalement, c'est pas la première fois qu'on voit un petit peu ces mouvements de stabilisation, puis la hausse repart. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment à un point d'inflexion, à un moment important, ou bien est-ce que ça n'est qu'une tendance qui marque une pause par rapport à la tendance qu'on peut qualifier maintenant de long terme, qui est la tendance à la hausse? Gilles Ricourt de Bourgie, de la FNAIM. Je crois qu'il faut être très honnête. On n'a pas, on ne sait pas ce que fera le marché demain d'une manière à 100% sûre. Par contre, ce qu'on peut constater quand même, c'est que
vous avez quand même 30% en gros, en moyenne sur toute l'Île-de-France, de transactions en moins. Donc comme mon confrère le disait, c'est vrai qu'on reste sur des volumes importants parce que 30% de moins que 800 000, ça fait quand même un beau chiffre en termes de transactions dans l'ancien. Mais il y a vraiment un arrêt massif des transactions en 2012. Et mécaniquement, ça peut que rebondir. Nous, on avait prévu, très honnêtement, professionnels de l'immobilier, on avait prévu que les prix baisseraient l'année dernière déjà. Ils ont tenu encore un an. Ils ont tenu encore un an, et notamment grâce au soutien des taux historiquement bas, des taux de crédit historiquement bas. Mais là, la baisse du nombre de transactions est tellement forte qu'on sait que ça va rebondir. Et vous savez, Et qu'est-ce qui vous permet d'espérer le rebond? C'est tout simplement que l'immobilier, c'est un marché de besoin. Donc, si vous voulez, vous pouvez compresser votre besoin de déménagement, mais il y a un moment où c'est plus possible. Donc là, les prix faisaient que le marché était bloqué. Le signal de cette baisse, même si elle est légère, cette baisse de prix, c'est un signal fort pour dire aux vendeurs, bon écoutez, maintenant c'est le moment de vendre. Donc vous allez avoir une mise en vente, un nombre de biens mis en vente qui va s'élever. Il va y avoir une prétention au niveau des vendeurs qui va baisser. Et forcément, mécaniquement, eh bien, les acquéreurs, ils sont là. Ils ont toujours été là. Le seul problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas se payer ce dont ils rêvaient. Et là, ils attendaient cette amorce de baisse, et puisque maintenant ça vient, très honnêtement, ça ne peut que repartir en termes d'activité. Mais Fabrice Vaupré, est-ce que les vendeurs, avant qu'ils réalisent que finalement les prix auxquels ils peuvent prétendre ne sont plus les prix du marché, est-ce qu'on n'a pas cette tendance aussi où on voit aujourd'hui des vendeurs qui ne veulent pas vendre encore parce qu'ils se disent mince, je vais pas vendre à ce prix-là, quoi. C'est exactement ce qu'on constate dans nos agences aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des délais, comme l'indiquait mon confrère, qui se rallongent, ce qui démontre bien que les vendeurs sont pas encore prêts à faire le pas. Ceci étant, le marché est en train de les conduire dans cette direction. On parle d'un atterrissage vraiment en douceur, quoi. Tranquillement, c'est en train de baisser. On n'a pas une transcription aujourd'hui significative sur la baisse de prix du ralentissement du nombre de transactions. Est-ce que ça s'est déjà produit, des atterrissages en douceur des prix de l'immobilier? Ah oui, tout à fait. Il est clair, si vous voulez, que l'activité se freine d'une manière très brutale. À chaque fois qu'il y a une crise, l'activité s'arrête. Mais par contre, il y a un temps de réaction beaucoup plus lent sur les prix. Donc il y a tout le temps, à chaque fois qu'il y a eu une crise, en fait, les prix de l'immobilier ont baissé, mais d'une manière progressive. Oui, mais les baisses, oui, alors ça dépend après ce qu'on peut appeler... Les baisses sont extrêmement limitées. Si on regarde, si on regarde le précédent ralentissement de l'immobilier, c'est-à-dire 2008-2009, on a eu un impact sur les prix. Mais ça, c'était pas des vrais ralentissements. On a eu un impact sur les prix qui a été extrêmement faible. Pourtant, ça a été marqué dans nos... Moi, je parle de 93, 94 ou des choses comme ça, des vrais cycles, quoi. C'est vrai qu'en 91, on avait eu une baisse des prix qui était entre 91 et 95, qui était de l'ordre de 30%. Ouais. Effectivement, on avait eu une chute des volumes qui a préfiguré une baisse. Mais à l'époque, les moteurs étaient différents. C'est que le marché était principalement, je dirais, tenu et artificiellement tenu par des spéculateurs, par des marchands de biens principalement, qui achetaient pour revendre plus cher. Aujourd'hui, le marché n'est pas tenu par des spéculateurs. Ce sont que des particuliers, pour la grande majorité, qui espèrent acheter moins cher et vendre plus cher, certes, mais ils n'ont pas une volonté de spéculation. C'est simplement, je dirais, le jeu normal du marché, dans un marché de pénurie, qui a fait que les prix ont été tirés vers la hausse pendant très longtemps. Alors on a parlé des vendeurs. Qui sont les acheteurs aujourd'hui? On dit par exemple que pour les primo-accédants, c'est vraiment... ils sont quasiment sortis du marché aujourd'hui, c'est vrai ou pas? Ils sont clairement sortis du marché parisien et de toute petite couronne parisienne, ça devient très compliqué. Le durcissement des conditions d'octroi de prêt des banques a encore aggravé leur situation. Alors ça, c'est ce que vous sentez, vous, je sais que vous n'êtes pas banquier, mais concrètement ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'est que les banques aujourd'hui, alors les taux sont excessivement bas, c'est d'accord, mais est-ce que pour autant elles prêtent ou pas? Si vous voulez... les cours de Bourgie.
Les banques prêtent aux gens qui peuvent payer, et malheureusement ceux qui souffrent actuellement, c'est ceux qui ont des revenus modestes, parce que effectivement ils répondent pas forcément aux critères d'endettement requis par les banques. Donc si vous voulez, actuellement vous avez au niveau des banquiers d'abord un raccourcissement des durées de crédit. Donc qui dit durée raccourcie dit mensualité qui monte. Ouais. Et en plus, il y a un niveau d'apport exigé qui est au minimum de 20%. Donc si vous voulez, très clairement, les acquéreurs aujourd'hui sont des gens qui sont effectivement pas trop des primo-accédants, d'autant plus que le prêt à taux zéro dans l'ancien a été supprimé en 2012. Donc ça, c'était toute une population qui était aidée par ces prêts, ces PTZ, ces prêts à taux zéro, qui a complètement disparu du marché parisien. Jean-Michel Guérin, ces gens à qui on prêtait sur 30 voire plus il y a quelques années avant la crise, sans beaucoup d'apport, tout ça c'est terminé. Ces gens-là, on leur prête plus, ils n'ont plus aucune chance de devenir propriétaires aujourd'hui. Alors oui, c'est terminé, mais si on remet les choses un petit peu en perspective, on avait un taux de propriétaires en France qui était de 54%. On a voulu une France de propriétaires à plus de 60%. Donc on est forcément allé puiser dans des réservoirs d'acquéreurs qui, naturellement, ne l'étaient pas auparavant. Il y a 20 ans, on ne pouvait emprunter et acheter un appartement que quand on avait effectivement 20% d'apport personnel et quand on avait des revenus qui le permettaient. On est allé chercher des acquéreurs qui étaient, je dirais, un petit peu plus justes. Ça a maintenu le niveau des transactions à un niveau, je dirais, artificiellement haut. Aujourd'hui, que l'on retombe sur des données de bon sens, je ne trouve pas ça non plus outre mesure inquiétant. Simplement, c'est juste l'atterrissage qui semble un petit peu, je dirais, brutal, mais ça me paraît de bon sens. Mais sachant que nous, on n'a pas été jusqu'à faire des crédits subprime, comme l'avait fait l'administration Clinton, puisqu'il faut rappeler que c'est quand même au départ, pour que les gens modestes puissent devenir propriétaires, qu'on avait inventé les subprimes. Aujourd'hui, alors, concrètement, quels conseils on peut donner aux gens aujourd'hui? Alors, les vendeurs, par exemple, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire, n'attendez pas trop, quand vous avez des bonnes propositions qui se présentent, allez-y, parce que les prix ne vont faire que baisser plus. On ne peut pas dire que les prix vont faire que baisser plus. Ceci étant, on peut conseiller aux gens qui ont un projet à réaliser maintenant d'essayer de se rapprocher de ce que sont prêts à payer les acquéreurs et se rapprocher le plus rapidement possible. Gilles Rigaud de Bourgie. Moi, si je suis vendeur, effectivement, je vends maintenant. C'est clair que jusqu'à maintenant, le vendeur espérait que la hausse continue. Là, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, l'effet est à la descente des prix. Donc, si je suis vendeur, si je suis propriétaire, je mets mon bien à vendre, et mon bien à vendre, je le mets vite. Et j'écoute les acquéreurs potentiels et j'écoute les offres qu'ils me font. Jean-Michel Guérin, particulier à particulier. Concrètement, quand on est dans des périodes comme ça, j'allais dire qu'on veut acheter, quel quartier il faut choisir. Alors intuitivement, moi je fais l'acheteur lambda, je me dis finalement tous les quartiers qui sont les derniers quartiers un peu populaires, dont les prix ont monté très vite, est-ce que ce sera aussi les premiers dont les prix redescendront? Et est-ce que quand les prix sont chers, finalement, il faut pas acheter dans des quartiers chers ou dans des quartiers sûrs, entre guillemets, dans des quartiers chics, chers, je ne sais pas comment employer le mot, mais est-ce que c'est pas le meilleur investissement finalement, même si le mètre carré est cher au départ? Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle. Effectivement, les quartiers chers sont, je dirais, un peu moins sensibles. Vous avez moins de risque de baisse quand même. Oui, mais bon, vous achetez cher, donc vous avez moins de risque de baisse, mais vous achetez cher, il faut avoir les moyens. Je dirais en fait qu'idéalement, il faut acheter dans un beau quartier, et raisonnablement, il faut acheter dans le quartier où on peut acheter. Ouais. Oui, c'est toujours une question de compromis, un achat en fait. Et en fait, on en est là, et on ne peut pas sortir de cette équation. Ouais, moi je pense qu'il faut être très très opportuniste, et Paris ça reste quand même Paris. Donc au contraire, quand on parle d'une moyenne autour de 8 300 € du mètre carré, ça veut dire que quand même il y a des transactions qui se font autour de 6 000 € du mètre carré. Et ces transactions qui se font autour de 6 000 € du mètre carré, elles se font à Paris intramuros, au pied de métro, dans des quartiers qui sont complètement en devenir.
je pense à l'est et au nord de Paris, où il y a vraiment des grandes opérations immobilières qui se font et qui contribuent donc à la rénovation du quartier. Donc vous pouvez avoir la chance actuellement de trouver encore des biens à des prix nettement inférieurs à 8 000 € du mètre carré, il faut y aller parce que je pense que ça ne durera pas si longtemps que ça, parce que Paris reste quand même un produit fermé, si je puis dire. Alors, le fermé jusqu'où? C'est-à-dire que où est-ce que vous placez les remparts, entre guillemets? C'est-à-dire à quel niveau géographique de l'Île-de-France vous mettez l'effet Paris, l'effet citadelle, on va dire? L'effet citadelle, j'ai la chance d'être un observateur privilégié du marché parisien, puisque je suis au contact de mes agences sur Paris et les Hauts-de-Seine. Ouais. En permanence chaque jour, et l'effet Paris, je dirais que les Hauts-de-Seine compris, la petite couronne parisienne est une valeur sûre aujourd'hui. D'accord. Quel que soit l'état du marché, on est quand même sur un marché qui se déprécie en général très peu. Et donc la limite, c'est quoi? C'est à la limite de la petite couronne? Non, je dirais que ça va jusqu'en grande couronne. En fait, il y a un marché Paris et petite couronne qui est essentiellement du logement collectif, ouais, et qui peut attirer quelques investisseurs. Donc là, effectivement, il y a un effet citadelle. Et puis, autour de Paris, il y a quand même des gens qui travaillent à Paris, qui sont, comme vous le disiez, des classes moyennes, qui, eux, sont plus une clientèle de maisons individuelles, qui vont davantage en grande couronne. Donc ça fait un peu moins de pression, parce qu'il y a moins d'investisseurs, il n'y a que des résidences principales. Mais pour autant, ça a un effet sur les prix. Il faut quand même savoir qu'à Paris, on est au moins au double du prix de la ville la plus chère de France. C'est vraiment un écart qui est énorme, qu'on ressent aussi en petite couronne, dans une moindre mesure en grande couronne, mais la grande couronne n'échappe pas à l'attractivité de Paris. Alors, regardons un petit peu le cas de l'investisseur cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un qui a envie de... Alors on reviendra après sur les dispositifs nouveaux en matière de fiscalité de l'immobilier, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir à des fins locatives, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y a des opportunités? Déjà, parlons des surfaces, par exemple. Est-ce que l'évolution des prix, elle est très différente selon les surfaces? Est-ce qu'il y a des surfaces dont les prix baissent plus que les autres? C'est quoi les tendances? Aujourd'hui, on voit principalement des transactions qui se réalisent sur des surfaces intermédiaires, 2 pièces et 3 pièces. D'accord. Je parle pour l'agglomération parisienne, la petite couronne, et pour des types de surfaces assez moyennes aussi. On a des prix qui restent autour de 400 000 €, grosso modo. On a du mal à passer au-dessus. Gilles Ricoeur de Bourgie, de la FNAIM. Je pense, pour répondre à votre question sur les investisseurs, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs types d'investisseurs maintenant. Les investisseurs purs qui cherchent une rentabilité pure, ils investissent plus à Paris intramuros. Ouais. Ça n'a plus d'intérêt. Par contre, il y a une typologie d'investisseurs qui sont des investisseurs patrimoniaux, vous savez, qui investissent mais pour demain y habiter ou mettre leurs enfants. Là, ils sont encore présents sur Paris, mais ils ont des exigences qui ne sont pas de la rentabilité pure. Pour des vrais investisseurs purs qui cherchent une rentabilité par rapport à leur investissement, ils se déplacent évidemment en banlieue, voire en grande banlieue. Et là, c'est l'effet du Grand Paris qui commence à jouer à fond. Parce que toute l'intelligence d'un investisseur, ça va être d'anticiper un peu ce grand mouvement qui s'opère autour des 57 gares là, qui vont être en création. Ouais. Et là, il y a des mouvements qui commencent à se dessiner. Pourquoi? Parce que le Grand Paris, c'est une réalité et ça commence à être extrêmement précis quant aux implantations des transports. Et pourtant, c'est quand même des réalités qui ne se concrétiseront que dans 5 à 10 ans. Ouais, déjà, vous arrivez à voir sur le... Ouais, on constate déjà ça à l'échelle nationale. Aujourd'hui, les secteurs sur lesquels les prix sont restés assez élevés sont des secteurs des villes de plus de 20 000 habitants, des secteurs où on a des infrastructures, des bassins d'emploi. Et on voit bien que les investisseurs, comme les acquéreurs, ont besoin de cette logistique et ces infrastructures pour se déplacer. Je dirais que le temps du Grand Paris, ça correspond exactement au temps de l'investissement. C'est-à-dire que vous investissez pas pour revendre dans 5 ans. Vous investissez pour effectivement avoir du revenu pendant 10, 15 ou 30 ans. Donc c'est là où les investisseurs peuvent trouver matière à réfléchir et il y a vraiment des opportunités.
mais c'est plus dans Paris Intramuros. D'accord. Jean-Michel Guérin, particulier à particulier, vous sentez des engouements aussi comme ça, vous voyez des zones qui semblent d'un seul coup connaître un engouement particulier? Mais comme le disait Monsieur de Bourgie, en fait, il y a deux types d'investisseurs. Celui qui veut la rentabilité immédiate. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il achète, si je caricature un petit peu, le moins cher possible. Ouais. Donc il y a beaucoup là d'investisseurs qui se dirigent vers la banlieue nord de ce côté-là. Et puis il y a ceux qui veulent une sécurité sur le patrimoine, qui ne vont pas viser forcément une rentabilité élevée et qui vont acheter beaucoup plus cher et donc dans des quartiers plus sûrs. Alors après, est-ce que l'alchimie de tout ça peut permettre de faire un pari sur l'avenir et d'aller dans des quartiers qui sont en développement pour engranger, je dirais, une plus-value un petit peu supplémentaire? C'est un petit peu la sensibilité de chacun et ça dépend de la prise de risque de chacun. Merci à tous les trois. Eh bien, on va marquer une première pause et on se retrouvera dans quelques minutes pour évoquer notamment l'impact de tous les nouveaux dispositifs du gouvernement de Jean-Marc Ayrault concernant l'immobilier. Je vais y arriver. Merci, à tout de suite. BFM Business.